Bernard d'Espagna, quelles sont les innovations conceptuelles que votre domaine, la mécanique quantique, qui est le plus en pointe pour l'étude des fondements de la matière, nous a apportées au cours de ce siècle? Eh bien, il faut dire d'abord que la physique quantique joue un rôle tout à fait fondamental dans la science actuelle de la matière, n'est-ce pas? Et ça se voit par le fait qu'on la retrouve à tous les carrefours de la recherche de pointe d'aujourd'hui. La physique des particules élémentaires, bien sûr, mais également toute la chimie, et également la physique nucléaire, l'optique quantique avec l'invention des lasers, l'astrophysique même, etc. Maintenant, il faut savoir que pour ça, il a fallu payer un prix, n'est-ce pas? Et ce prix, eh bien, c'est d'abord le fait que nous sommes obligés de renoncer à toute description en termes de concepts familiers qu'on puisse prendre au pied de la lettre. Par exemple, le modèle planétaire de l'atome, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, qui représente l'atome comme un noyau avec des électrons qui tournent autour, eh bien, la physique quantique nous apprend que si on veut le prendre au pied de la lettre, eh bien, c'est faux. Cette physique quantique est indéterministe, en ce sens que, par exemple, si vous connaissez parfaitement la vitesse d'un électron à un moment donné, vous ne pouvez absolument pas prévoir sa position. Et sa position, ça n'a même pas de sens d'en parler, vous voyez. Si vous aviez une balle de tennis qui serait quantique, qui serait l'équivalent d'un électron, eh bien ce serait comme ça. Si elle est lancée avec une vitesse déterminée, elle n'a pas de position déterminée, donc vous ne pouvez pas naturellement savoir à quel endroit vous la trouverez si vous voulez mesurer sa position. C'est ça l'indéterminisme quantique, et ça c'est quelque chose qui existe incontestablement. Nous ne pouvons pas y échapper. Nous sommes dans un domaine qui peut nous paraître très éloigné de notre vie de tous les jours. Alors, quelles en sont les conséquences pratiques de tout cela pour nous? Eh bien, oui. Je les vois au niveau de la mentalité collective des sociétés, ce qui est quelque chose de très important, n'est-ce pas? Toute notre éducation scientifique classique, renforcée encore par la vulgarisation concernant des sciences comme les sciences cognitives ou la biologie moléculaire, tout ça tend à nous faire penser que finalement cette philosophie mécanistique dont nous parlions il y a quelques minutes est la vérité ultime, que finalement, autrement dit, le monde est vraiment fait comme une espèce de grosse machine, et que l'univers entier et tout ce qu'il contient, y compris nous sommes des machines et rien que des machines, n'est-ce pas? Que l'univers et nous-mêmes sommes des espèces de grosses horloges dont par la pensée on peut analyser donc la structure dans ses diverses parts. Et c'est justement ça que la physique quantique nous interdit maintenant de croire. Donc, vous voyez, changement de décor assez important. Maintenant, il y a des vues qui redeviennent possibles et qui sont différentes de la vision mécanistique, qui sont plus subtiles, qui sont plus nuancées et qui sont finalement plus proches de cette espèce de richesse profonde qu'avait notre appréhension spontanée du monde et de notre situation dans le monde, et qu'ont aussi certaines traditions dans ce domaine. Et je pense que un retour nuancé et contrôlé à certaines formes de telle tradition est probablement quelque chose qui va dans la bonne direction, qui élimine les simplismes dont je parlais et qui sera profitable à long terme dans l'avenir.
Alors, de quelle manière la vision que l'homme a de son univers a-t-elle évolué de la Renaissance à nos jours? Pour moi, la révolution de la vision de l'univers s'est vraiment produite en 1543 quand Copernic a délogé la Terre de sa place centrale. En effet, l'univers, avant Copernic, était vu selon Aristote, donc un univers immuable, inchangeant dans le temps, statique, et qui n'avait pas du tout d'histoire. Et la Terre était au centre de l'univers. Et puis, après que Copernic a délogé la Terre donc, de sa place centrale et remplacé donc, le Soleil au centre de l'univers, et la Terre se trouva reléguée au rang d'une seule planète, d'une planète autour du Soleil, le fantôme de Copernic n'a pas cessé de nous hanter. Le Soleil s'est perdu à son tour parmi les 100 milliards d'étoiles de la Voie lactée. Elle est devenue une simple étoile de banlieue, aux 2/3 vers le bord de la Voie lactée. Et puis, notre Voie lactée s'est à son tour perdue parmi les 100 milliards de galaxies de l'univers observable. Donc, l'homme s'est considérablement rétréci dans l'espace. Selon la théorie du Big Bang, l'univers a acquis une histoire. Il a acquis un commencement. Le temps et l'espace ont eu un commencement. Et selon le Big Bang, donc, l'univers est parti d'un état très concentré, très dense et très chaud. Et puis une énorme explosion l'a fait exploser, diluer l'espace, éjecter les galaxies. Et maintenant, quand je regarde dans mon télescope, je vois encore les galaxies s'éloigner toute de la Voie lactée. Et grâce à l'astrophysique moderne et à la physique moderne, on a pu reconstituer les 15 milliards d'années du Big Bang, donc, et on a pu reconstituer comment le Big Bang est parti d'un vide rempli d'énergie et a grimpé lentement les marches de la pyramide de la complexité pour conduire à nous. Donc, à partir d'un vide rempli d'énergie, il a construit quarks et électrons, protons et neutrons, atomes et molécules, étoiles et galaxies, et finalement planètes et hommes. Donc l'univers a une histoire. Alors, que pouvons-nous dire de ses caractéristiques et qu'est-ce que cela a comme conséquence pour nous? Oui, je vous ai déjà dit que l'homme s'est considérablement rétréci dans l'univers et cela a entraîné bien sûr le désespoir. Déjà au XVIIe siècle, Blaise Pascal a poussé son fameux cri, le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Mais je crois que la cosmologie moderne nous a redonné l'espoir en réintégrant l'homme dans l'univers, en redécouvrant et précisant les liens qui l'unissent au cosmos. En effet, l'astrophysique moderne nous a dit que nous sommes faits d'atomes qui sont faits au cœur des étoiles. Donc nous sommes les descendants des étoiles, au même titre que les bêtes sauvages et que les fleurs des champs. Et d'autre part, la cosmologie moderne nous a appris qu'il y a eu un réglage extrêmement précis pour que l'homme et la conscience apparaissent après une évolution cosmique de 15 milliards d'années. En effet, l'univers est gouverné par 4 forces fondamentales et quelques nombres physiques comme la vitesse de la lumière par exemple. Et on s'est aperçu que si on variait un tant soit peu ces lois physiques, ces constantes physiques, l'univers devenait infertile, dépourvu de conscience et de conscience capable de l'appréhender. Donc, devant ce réglage extrêmement précis, et je vous donnerai la précision de ce réglage en vous citant en comparant ce réglage à la précision qu'un archer doit exercer pour planter sa flèche dans une cible d'1 centimètre carré qui serait placée de l'autre côté de l'univers à 15 milliards d'années. Vous voyez, un réglage d'une précision extraordinaire. Alors devant ce réglage si précis, on peut adopter 2 positions. Et malheureusement, la science ne peut pas encore décider entre ces 2 options. On peut choisir soit le hasard, c'est-à-dire postuler une infinité d'univers parallèles, tous déconnectés les uns des autres, inaccessibles à l'observation,
où il y aura toutes les combinaisons possibles de ces lois physiques, de constantes physiques, et la plupart sera infertile, sauf le nôtre, où par hasard, donc, la combinaison sera gagnante et donc nous serons le gros lot. Ou l'autre position, vous pouvez dire qu'il n'y a qu'un seul univers. Donc, pour expliquer ce réglage extrêmement précis, il faut un grand horloger qui règle tout cela. La science ne peut pas décider cela et en tant qu'homme de science, je ne peux pas démontrer l'une sur l'autre hypothèse. Mais en tant qu'homme, je peux dire ma préférence que c'est sur la deuxième hypothèse que je choisis, parce que la première hypothèse, bien sûr, entraîne le désespoir. L'univers n'a aucun sens, nous sommes là par hasard. Tandis que la deuxième hypothèse entraîne le sens et l'espérance. Alors pourquoi ne pas choisir le sens et l'espérance? Le livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, a fait pénétrer dans le grand public, au-delà des cercles scientifiques, le débat sur l'évolution qui était jusque-là propre au monde anglo-saxon. Est-il possible de faire aujourd'hui le point sur cette question? Vous avez très bien fait d'évoquer le livre de Monod. Il met l'accent sur le thème principal du darwinisme, qui est le rôle du hasard. Pour l'école darwinienne, c'est le hasard seul, tempéré ou orienté par la sélection naturelle, qui permet de rendre compte de ce phénomène prodigieux qu'est l'évolution des êtres vivants depuis les bactéries primitives jusqu'à l'homme. Cette croyance en la vertu unique du hasard, impliquée dans la pensée de Darwin, et dans celle d'ailleurs de tous ses successeurs, que l'évolution était un phénomène continu, graduel, que l'on pouvait passer d'une espèce vivante à une autre par une série de petites modifications. La paléontologie, qui a fait des progrès immenses depuis 100 ans, et surtout maintenant avec les méthodes de datation qui nous permettent d'évaluer les temps géologiques, a montré que cette vision n'était plus tenable. Les discontinuités que redoutait Darwin, l'absence des chaînons manquants, est maintenant acceptée par tout le monde. Et il y a toute une école de pensée qui voit l'évolution comme un phénomène discontinu. Ceci rend intenable l'hypothèse que l'évolution se soit produite par l'accumulation graduelle de petites améliorations dues au hasard. Pouvez-vous donner un exemple nous permettant de comprendre la différence entre les processus graduels et discontinus? Bon, écoutez, je vais prendre un exemple très enfantin. Pour un petit garçon, les automobiles, c'est d'abord et avant tout la carrosserie. En ce qui concerne les carrosseries, on voit très bien comment, comme dans un conte de fées, des modifications au hasard, au moment du montage, pourraient faire passer d'une carrosserie à une autre. Un peu plus longue, un peu plus plate, un peu plus ronde, un peu moins ronde. Naturellement, c'est impensable pour une vision plus sérieuse des automobiles. Il n'y a pas d'intermédiaire concevable entre le moteur à l'avant et le moteur à l'arrière, entre la traction arrière et la traction avant. On ne peut pas penser, il y a une discontinuité réelle entre ces types. On ne peut pas penser que les cartes contrôle dans une chaîne de montage s'étant embrouillée et produit une voiture intermédiaire
entre une traction avant et une traction arrière. La voiture ne serait pas sortie de la chaîne de montage, c'est tout. Bien, c'est ce qui se passe dans les phénomènes vivants. Entre le mécanisme de reproduction des grenouilles et celui des oiseaux, il y a eu un système d'invention biologique qui n'a pu se mettre en place qu'en bloc. Comme on passe du moteur à explosion au moteur à réaction des avions. C'est ça la véritable discontinuité. Et c'est ça l'obstacle majeur sur lequel bute le darwinisme. Donc si je vous comprends bien, l'évolution ne nous apparaît plus de nos jours comme un phénomène graduel. Alors, peut-on toujours l'expliquer uniquement à partir du hasard et de la sélection naturelle? Je ne crois pas. Parce qu'il y a un deuxième pilier qui s'est effondré. Au moment de Darwin, on ne connaissait rien sur les mécanismes de l'hérédité. La biologie moléculaire a complètement changé notre vision de tout ceci. Nous savons maintenant en quoi consiste ce fameux patrimoine héréditaire. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous savons exactement en quoi consiste l'intervention du hasard. Le hasard intervient dans le passage d'un individu à ses descendants de la même manière que s'introduisent des erreurs typographiques dans un texte. Avec cette vision, il est possible, à la limite de faire des calculs, mais surtout de raisonner sur ce que peut et ne peut pas le hasard, quelles sont les limites de cette cause simple pour expliquer la complexité de la vie. Comment cette complexité que nous révèle l'évolution transforme-t-elle notre vision de la vie? Eh bien, c'est ça justement qui est la contradiction. À la fois, nous connaissons le mécanisme de l'hérédité pure, si je puis dire. Il est très simple. Des mutations, il est très simple. Mais de plus en plus, l'étude des êtres vivants, en détail, révèle comme une perfection dans les adaptations au niveau le plus microscopique. Il n'y a donc pas possibilité d'adaptation graduelle à ce niveau-là. Il est difficilement concevable que des mécanismes aussi délicats que ceux que nous révèle la biologie moléculaire, des mécanismes qui sont chaque jour en apportent un autre, que ces mécanismes aient pu évoluer de façon graduelle. Il faut donc supposer ou bien qu'il y a eu comme une série de miracles. C'est pratiquement la thèse auquel se ramènent certains darwiniens qui continuent à prêcher le darwinisme, mais en supposant des hasards incroyables, des millions d'événements au hasard incroyables, ou bien supposer que les lois de la matière, les lois de la physique et de la chimie, ont des propriétés insoupçonnées. Donc, il me semble qu'à l'heure actuelle, il faut admettre que contrairement à toute une tradition philosophique qui a voulu réduire la vie à quelque chose de très simple, la vie est un phénomène qui est irréductible à la physico-chimie simple, et même peut-être plus généralement à la physico-chimie telle que nous la connaissons actuellement. C'est un phénomène admirable et passionnant. Donc, de même que les années 60 ont été celles de la physique et de la cosmologie, les années 80 ont été celles de la biologie moléculaire et des neurosciences. Que pouvez-vous nous dire des progrès accomplis dans la connaissance des mécanismes cérébraux liés à l'activité mentale?
Oui, en effet, vous avez tout à fait raison de souligner que la décennie 80 est marquée par une montée en puissance des sciences cognitives au sens large, de la biologie moléculaire et à l'intérieur de ce cadre des neurosciences. Alors, avant de répondre à votre question en ce qui concerne les rapports entre la connaissance du cerveau et l'activité mentale, je pense qu'il est bon de souligner que, contrairement à une idée fortement répandue, le cerveau n'est pas assimilable purement et simplement à un ordinateur, en tout cas aux ordinateurs que nous connaissons aujourd'hui. Le cerveau se présente comme un écheveau extrêmement complexe de fils interconnectés, donc une logique de réseau, une logique de structure. L'activité électrique dépend de la structure, mais cette activité électrique est modulée par l'activité chimique, et cette activité chimique qui va modifier l'activité électrique va modifier le réseau, qui en retour va modifier, etc. Nous sommes en pleine circularité, en pleine interaction. Un dernier point, à propos toujours de ce modèle de l'ordinateur tellement prégnant dans ses généralités, si on veut comparer le cerveau à un ordinateur, c'est un ordinateur capable de modifier lui-même ses propres circuits fonctionnels, c'est-à-dire que sa propre activité modifie sa propre structure. Donc on a une connaissance de plus en plus fine des mécanismes énergétiques, j'insiste bien là-dessus, des processus énergétiques qui accompagnent l'activité mentale. Maintenant, dire que ces mécanismes sont l'activité mentale, c'est un tout autre problème dont je pense nous allons parler dans un instant. Donc on connaît de mieux en mieux le cerveau, mais qu'est-ce que cela nous apprend sur notre conscience, c'est-à-dire sur nous-mêmes ? Oui, c'est évident que c'est la bonne et grande question que tout le monde se pose, y compris les neurobiologistes. Simplement, je voudrais faire remarquer que de tout temps, l'homme a essayé de se représenter son cerveau, qu'il considère comme la plus merveilleuse des machines de l'univers. Il a essayé de se représenter son cerveau, de projeter son cerveau dans la meilleure des machines qu'il avait à sa disposition. Descartes avait comme machine les orgues, et les pompes et les clapets et la tuyauterie des jeux d'eau. Il y a quelques années, la métaphore dominante, c'était la métaphore dite du central téléphonique, parce que le téléphone était une machine extrêmement conviviable de communication, d'interconnexion. Depuis les années 60, la métaphore dominante, c'est la métaphore informatique, la métaphore de l'ordinateur. C'est utile, cela permet de résoudre un certain nombre de questions, mais attention, c'est une métaphore. Contrairement aussi à, surtout en France, ce qui est généralement accrédité dans les médias, une interview récente de Jean-Pierre Changeux dans l'Express avant les grandes vacances en témoigne encore, il n'y a pas de fatalité ontologique des neurosciences, c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation métaphysique des neurosciences. Dit d'une manière plus simple et peut-être plus brutale, les neurosciences ne permettent absolument pas de trancher sur la non-existence de l'esprit. Non seulement la science contemporaine ne nie pas l'existence de l'esprit, ne prouve pas sa non-existence, non seulement elle ne prouve pas sa non-existence, mais l'évolution générale de la science va dans le sens de la pertinence de la question de l'esprit. Attention, la science ne peut pas prouver l'existence de l'esprit, mais la science, de plus en plus, pose la question de l'existence de l'esprit. Et les neurosciences n'y échappent pas. C'est tout à fait faux de dire que le fait de connaître de mieux en mieux les opérations dans le cerveau conduit à affirmer la non-existence d'un opérateur. Alors, il existe aussi, vous savez, de nombreux travaux, justement avec les techniques d'imagerie dont j'ai parlé, qui montrent que les techniques de relaxation, de méditation, transcendantale ou pas, entraînent de véritables modifications fonctionnelles du cerveau, de son oxygénation, de son activité électrique, et depuis une dizaine d'années, on commence à montrer que ces techniques, peut-être même les psychothérapies, entraînent des modifications des réponses immunitaires. C'est-à-dire que cela témoigne, je ne vous dis pas cela prouve, cela montre, au sens de montrer une direction, cela montre la possibilité de l'existence d'un opérateur qui n'est pas réductible aux opérations. La description formelle de mon cerveau, aussi loin
qu'elle ira, et elle ira loin, et il faut qu'elle aille loin, eh bien, la description formelle de mon cerveau n'épuise pas et ne peut pas épuiser la question de l'opérateur. L'opérateur n'est pas réductible à la collection des opérations. Je vais prendre une image, c'est une métaphore, hein, ne le prenez surtout pas comme un argument neurophysiologique, c'est une métaphore neurophysiologique. Vous savez que nous avons dans le cerveau des aires où sont projetées, représentées toutes les parties du corps, toutes. Hein, on me chatouille sous les doigts de pied, il y a un potentiel qui apparaît dans une région correspondant au doigt de pied. Si on me chatouille au bout du nez, un potentiel apparaît dans une région qui correspond au bout du nez. Eh bien, dans le cerveau, il n'y a nulle part de représentation du cerveau. Le cerveau est bien un organe de mon corps. Hein. Eh bien, dans mon cerveau, il n'y a aucune représentation du cerveau. Les scientifiques que vous entendez aujourd'hui l'ont dit chacun à sa manière. La cosmologie contemporaine nous montre un univers ouvert. La physique quantique nous montre un univers ouvert. Eh bien, c'est tout à fait une erreur de croire que la neurobiologie ou les sciences de la vie, au contraire, montreraient un univers fermé. C'est tout à fait faux. L'univers de la neurobiologie est ouvert, le cerveau est ouvert, les opérations sont ouvertes. Ouvertes sur quoi? Sur ce que j'aime appeler un opérateur, et cet opérateur eh bien, sera toujours devant nous, et ce n'est pas à moi de le nommer. Personne ne peut le nommer, chacun est libre d'apporter sa propre réponse, et c'est peut-être d'ailleurs là la meilleure preuve de l'existence d'un tel opérateur.